Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une, ce soir, une nouvelle phase de vaccination démarre ce jour au Sénégal. En riposte à la troisième vague de Covid-19, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a donné le ton ce matin avec les vaccins Johnson & Johnson. La virulence du variant Delta ne laisse pas les jeunes indifférents. Ils sont prêts à prendre la piqûre pour se protéger et protéger le prochain. Les Jeux Olympiques ont démarré enfin ce vendredi. 206 délégations, dont celle du Sénégal, ont défilé à huis clos à Tokyo, à suivre dans ce journal. Et justement, la Guinée participe finalement au JO après un volte-face de l'État guinéen. Nous serons à Conakry avec notre correspondant Mamadou Mokhtar Soirée dans Fenêtre d'Afrique. Bienvenue à tous. Nouvelle phase de vaccination contre la Covid-19 lancée ce jour après réception d'un don de 151 200 doses du vaccin Johnson & Johnson. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a présidé la cérémonie. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, le vaccin est à ce jour le meilleur moyen de lutter contre la progression de la Covid-19 au Sénégal. Le compte-rendu de Abouté Disso et Sidignan. Au cours de cette journée de lancement du vaccin Johnson & Johnson, de nombreux Sénégalais ont tenu à prendre leur dose pour se protéger contre le coronavirus. Le ministre de la Santé se réjouit de cette prise de conscience. Abdoulaye Diouf Sarr apporte par ailleurs des précisions sur la campagne de vaccination. Ce don est arrivé dans un contexte où les Sénégalais sont venus massivement nous réclamer la vaccination. Et je me réjouis de cette grande prise de conscience nationale qui, en tout cas, aujourd'hui nous rassure parce que la vaccination nous semble être la solution pour stopper la contamination. Donc j'encourage cette grande mobilisation de toutes les populations à venir se vacciner. Le contexte donc est un contexte extrêmement favorable et nous venons de lancer la vaccination sur Johnson & Johnson. J'ai remis les cartes des 2 premiers vaccinés sur ce vaccin. Et plus tard, nous sommes effectivement dans une perspective de dispatcher et de distribuer ces doses dans l'étendue du pays. Mais là, la stratégie est ouverte. Tous les Sénégalais qui ont plus de 18 ans sont éligibles à la vaccination. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que nous sommes face à une 3e vague qui est caractérisée par la présence du variant Delta, qui touche énormément de jeunes. Beaucoup de jeunes sont dans les CTE, beaucoup de jeunes sont touchés, et les jeunes vont même en cas grave. La présidente des Badjenougor se félicite de la mobilisation et de l'engagement des citoyens à se faire vacciner. Madame Koubadjian parle en leur nom. Vaccination contre Covid-19. Nous sommes satisfaits de la rencontre d'aujourd'hui concernant notamment le vaccin Johnson & Johnson. Les populations étaient réticentes au début, mais à présent tout le monde est conscient de l'importance de la vaccination. Nous avons fait un grand travail de sensibilisation en collaboration avec l'OMS. C'est une grande fierté pour nous aujourd'hui. Face à la recrudescence des cas de Covid, surtout avec le variant Delta, outre le respect des gestes barrières, se faire vacciner, plus qu'une nécessité, est un devoir citoyen selon les autorités. Et en marge de la cérémonie, Abdoulaye Diouf Sarr a évoqué le niveau d'équipement des CTE, Centre de traitement épidémiologique. Le ministre de la Santé a également rassuré les sceptiques face au vaccin. Ces propos sont recueillis par Abouté Disso et Sidignan. Parce que la progression est exponentielle et n'est pas proportionnelle à la capacité laitière que nous avons. Donc ce qui peut en réalité nous sauver, c'est de respecter les mesures barrières et d'accélérer la vaccination. Et les Sénégalais qui ont pris une première dose d'AstraZeneca, dans la stratégie nationale, doivent attendre leur 2e dose d'AstraZeneca. Ça, je crois qu'il faudra absolument le noter et le répéter. Et le fait d'avoir pris une première dose et d'attendre sa 2e dose après le rendez-vous initial qui a été retenu, ne remet en aucun cas donc cause
en cause la qualité du système immunitaire installé par la première dose d'AstraZeneca. Ce que je note aujourd'hui, c'est que le Sénégal est parti de 12 CTE, de 12 lits dans un seul CTE au début de la pandémie pour arriver à plus de 30 CTE totalement équipés et en respirateurs et en oxygène et en réanimation. Au moment où je vous parle, l'ensemble des CTE sont véritablement équipés et de lits de réanimation et de lits avec oxygène pour les cas donc graves et de lits simples. L'appel à la vaccination du ministre de la Santé trouve écho favorable chez les jeunes pour contrecarrer la virulence du variant Delta et protéger leurs proches et familles. Les jeunes rencontrés se disent prêts à se faire vacciner. Les détails dans ce reportage signé Mam Seynabou Babou. Ils sont tous regroupés devant une boutique pour acheter leur petit déjeuner. Des rires et discussions entre camarades de classe, ils profitent de leur récréation. Parmi ces élèves, Cher, 19 ans, cet adolescent ne compte pas du tout se faire vacciner, même si le nouveau variant touche beaucoup plus les jeunes. Il n'est même pas au courant des mutations du virus. Non, pas encore. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent autour du vaccin. Et donc, disant que le vaccin n'est pas fiable, donc c'est la raison pour laquelle je ne suis pas encore vacciné. Est-ce qu'il y a nos autorités sanitaires qui lancent un appel aux jeunes à se faire vacciner? Parce qu'avec le nouveau vaccin, ça touche beaucoup plus les jeunes. Oui, mais d'après ce qu'ils disent, c'est les vieux qui sont plus atteints. Et que nous... Avec le nouveau variant, le variant Delta, ça touche beaucoup plus les jeunes que les vieux. Non, réellement, c'est parce qu'on ne fait pas confiance aux autorités. Contrairement à Cher, Aminata compte, elle, prendre sa dose de vaccin. Elle veut protéger ses proches et être à l'abri de la pandémie. Oui, tu sais, il faut pouvoir se vacciner pour se protéger et protéger encore tes proches. C'est plus mieux parce qu'avec la maladie, on a entendu beaucoup de choses. Il y a d'autres qui disent qu'ils vont se vacciner, il y a d'autres encore qui disent qu'ils ne se vaccinent pas. Pour moi, l'essentiel, c'est de vacciner, c'est mieux. Oumi partage l'avis d'Aminata. Selon elle, se faire vacciner est une obligation pour épargner les vieilles personnes de la Covid-19. Oui, parce que je trouve que c'est une bonne initiative d'abord. Ça permet de diminuer le taux de virus qui est en ce moment, vu que c'est très élevé à cause des décès et tout. Il faut surtout nous protéger et la famille, parce qu'on ne peut pas contaminer les vieilles personnes qui sont restées à la maison pour se protéger. Alors que nous, on part dehors, on revient en les contaminant. Le nouveau variant Delta touche beaucoup plus les jeunes et la contamination est plus rapide. La majeure partie des élèves de terminale se dit prêts à prendre leur dose dès à présent pour éviter toute éventuelle contamination. L'appel du ministre de la Santé n'est pas donc tombé dans l'oreille d'un sourd. Par où est passé l'argent du fonds Force Covid-19? La question taraude plus d'un. Le porte-parole de la structure en charge de lutter contre la Covid-19 soumis à un interrogatoire. Je vous propose de suivre les questions de Alassane Samba Diop et les réponses de Momar Ndao. Non, il y a des questions auxquelles nous n'avons pas eu de réponse. Donc ça, c'est une réalité. Mais ce qui était important dans un premier temps, c'était de voir par où est passé cet argent-là. Donc il y a des questions qui n'avaient pas de réponse, bien sûr. Est-ce que concernant les lits chauds, les lits simples et les matériels d'oxygénation, ça fait partie des réponses? Vous savez, ce qu'on appelle les lits chauds, c'est les lits, ce qu'on appelle de la réanimation. Donc les lits simples aussi, c'était des lits qui étaient des lits supplémentaires. Donc nous avons vérifié l'argent. Je pense que ça, c'est le plus important puisque c'était des biens publics. Par où est passé l'argent? Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qui a été donc mis à la disposition des hôpitaux? Bon, nous avons vérifié les dépenses qui nous ont été donc justifiées. Nous avons vu que sur les prévisions, donc qui étaient de 77 milliards 800 millions, donc les dépenses totales effectives donc sont finalement de 105 milliards, soit une augmentation de 135,18%. Donc il faut dire que les équipements des CTE, les subventions aux hôpitaux, il y a eu beaucoup de points, donc l'assistance au SAMU, etc., donc ont été en tout cas donnés aux hôpitaux et dépensés.
Reparlons du rejet du recours de l'opposition parlementaire par le Conseil constitutionnel. Notre rédaction a sollicité l'éclairage de Maître Doudou Ndoye. D'après le juriste et ancien ministre de la Justice, l'opposition aurait dû s'attaquer directement à la loi sur le code pénal, car c'est là où se trouvent les grandes inconstitutionnalités. Les explications de Maître Doudou Ndoye joints par Alassane Samba Diop. Deux lois avaient été présentées à l'Assemblée nationale. Une loi portant réforme de certains articles du Code pénal et une loi portant réforme de certains articles du Code de procédure pénale. J'aurais proposé que soit présentée au Conseil constitutionnel la loi concernant le Code pénal. Parce qu'à mon avis, c'est dans le projet de révision du Code pénal que se trouvent les grandes irrégularités constitutionnelle à l'encontre des droits et des libertés. Et c'est là où se situe le vrai problème. La procédure pénale est importante, mais elle vient après le code pénal. Parce que le délit et le crime sont poursuivis par les règles qui se trouvent dans le code de procédure pénale. Mais encore faudrait-il qu'il y ait délit ou crime. Si vous avez commis un délit, vous êtes condamné en passant par telle procédure. Et c'est la procédure qui vient après. Mais la définition est préalable du délit ou du crime. Et ce sont toutes les définitions des crimes qu'on a introduites dans le code pénal qui me semblent irrégulières au regard des libertés constitutionnelles des Sénégalais. Donc, les demandeurs à la constitutionnalité devaient viser d'abord le code pénal et principalement le code pénal. Maintenant, si ça porte sur le code de procédure pénale, il n'y a pas matière. Disons, il y a matière. Mais je dis que la vraie matière, c'est dans le code pénal. Il y a toujours matière. Sur ce sujet, nous avons également donné la parole à un constitutionnaliste. Ngoudembou parle de violation flagrante de l'article 23 de la loi organique qui dispose, selon lui, que le Conseil constitutionnel ne peut délibérer sans la présence de tous ses membres. Ngoudembou parle de juridiction constitutionnelle sans réflexe constitutionnel. Il est interrogé par Migui Maramdiaye. Sans aucun doute, le Conseil constitutionnel ne peut délibérer en l'état actuel des choses. La composition, elle n'est pas incomplète, elle est irrégulière. Pourquoi? Parce que le seul cas, la seule situation dans laquelle le Conseil qui pourrait permettre de délibérer avec 4 membres, c'est lorsqu'il y a empêchement temporaire. Et actuellement, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Et dans sa décision, le Conseil l'a rappelé. Il a rappelé l'article 89 de la Constitution qui fixe sa composition. 7 membres, dont un président et un vice-président, et 5 membres simples. Plus maintenant, donc, la loi organique relative au Conseil constitutionnel, l'article 24, qui le complète. Une loi organique est une loi qui complète la Constitution. Et cette loi organique, en son article 23, dit clairement que le Conseil constitutionnel ne peut délibérer sans présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de 3 des membres au plus. Le Conseil constitutionnel, ça c'est du français, ce n'est même pas du droit. S'il y a empêchement temporaire, peut-être on peut faire, mais depuis le mois de janvier, un membre du Conseil constitutionnel est décédé. Et l'empêchement définitif, c'est 2 mois après le décès, c'est-à-dire 60 jours après. Donc depuis le mois de mars, donc l'empêchement est devenu définitif. Pour ces 2 autres membres, leur mandat est arrivé à terme. Il en est ainsi du vice-président et un membre simple. Donc à ce niveau, la loi elle est très claire. Je ne vois pas maintenant pourquoi le Conseil constitutionnel essaie de trouver des parades constitutionnelles pour pouvoir délibérer. Mais aujourd'hui, on constate que le Conseil constitutionnel est devenu une juridiction sans réflexe constitutionnel. Ce qu'il dit en réalité en parlant de continuité, en parlant de paix civile, de stabilité des institutions, ça la loi ne le dit pas. La loi demande tout simplement de statuer en fonction et dans le respect de la Constitution. La Constitution est la loi de fonction des juges constitutionnels. S'ils ne la respectent pas, cela veut dire tout simplement leur décision n'est pas valable. Elle est affectée tout simplement de vice de forme. Autre chose, les populations de Ndiaganyao menacent de boycotter les élections locales à venir. Annonce faite lors de cette marche du collectif Ndiaganyao va mal. Les manifestants réclament la réfection de la route Sandiara Ndiaganyao Khombol. Muntagakan, correspondance. Les populations de Ndiaganyao, à travers le collectif Ndiaganyao va mal, n'ont pas caché leur mécontentement à propos du mauvais état de la route. Le collectif Ndiaganyao va mal craint la survenue de catastrophes pouvant découler du mauvais état de la route. Les populations de Ndiaganyao incriminent le gouvernement et interpellent le chef de l'État. Par cette marche pacifique, nous prenons en témoin l'opinion nationale et internationale de l'état pitié de la route Sandiara Ndiaganyao Khombol. Car nous savons bien qu'avec l'hivernage, il peut y avoir des catastrophes.
Et c'est le gouvernement qui sera le seul responsable. Nous interpellons directement le président de la République, M. Macky Sall, qu'il donne des instructions pour la réhabilitation de cette route. Cette route qui nuit gravement à la santé des populations. Cette route qui freine toutes les activités économiques de la population de Ndiaganiao. Monsieur le président de la République, les habitants de Ndiaganiao veulent, comme vous l'avez dit un jour, voyager en toute sécurité. Les autres Sénégalais ne méritent pas plus que nous le confort du voyage. Les manifestants menacent de ne pas participer aux prochaines élections locales si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Si la route Ndiaganiao-Sandiara, Khombol n'est pas refaite d'ici la fin de l'année, il y aura plus d'activités politiques ici à Ndiaganiao. Pas de route, pas d'activité politique ici à Ndiaganiao. Pas de route, pas d'élection ici à Ndiaganiao. Et le Qatar se débarrasse de son procureur général. Ali bin Fetais El Mari, procureur depuis 2002, vient d'être limogé. Pour rappel, c'est ce même procureur qui avait conduit en catimini Karim Wade à Doha après sa sortie de prison en 2016. Enfin, les Jeux Olympiques se sont ouverts aujourd'hui à Tokyo, au Japon, reportés d'un an à cause de la Covid-19. Néanmoins, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée à huis clos ce vendredi. 206 délégations ont défilé, dont celle du Sénégal. La délégation sénégalaise n'est cependant pas en complet. Seuls 9 athlètes sur 10 sont déjà présents. Toutefois, le groupe a pour ambition d'aller très loin avec des espoirs de médailles. Depuis son compte Twitter, le président Macky Sall, quant à lui, regrette son absence à Tokyo. Et la fenêtre s'ouvre ce soir sur la Guinée voisine et revirement de situation après l'annonce du retrait de la Guinée aux Jeux Olympiques de Tokyo pour des raisons de pandémie de Covid-19. L'État guinéen a finalement décidé d'envoyer ses athlètes à Tokyo. Retour sur ce scénario avec notre correspondant à Conakry, Mamadou Mokhtar Soare. Bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs de Immédiat. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui depuis Conakry pour vous parler d'un sujet, les Jeux Olympiques. Oui, on change un peu de contexte, on parle sport aujourd'hui. Sport parce que la nouvelle, elle est capitale, essentielle. Vous avez certainement suivi récemment en France 24 le journal L'équipe, beaucoup de médias internationaux qui se sont saisis donc de cette actualité. La Guinée donc qui retirait donc qui annulait la participation de ces athlètes au JO de Tokyo. Alors oui, beaucoup en ont parlé, il y a eu beaucoup de pression depuis sur le Comité national olympique guinéen, pression qui s'est répercutée sur le ministère des Sports et puis aussitôt a-t-on appris donc à la présidence. Mais avant tout à l'heure de parler finalement de ce dénouement heureux, parce que oui, finalement, les athlètes guinéens ont pris départ aujourd'hui. Ils ont quitté Conakry donc ce vendredi à 8h pour rallier Tokyo afin de prendre part au JO. Mais comment tous ces événements, vous voyez bien, complètement différents, se sont succédés? D'abord, dans un premier temps, le communiqué du ministère des Sports qui annonce que les athlètes ne prendront finalement pas part au JO. Et puis, ils ont invoqué la Covid-19. Alors oui, ça fait rire et sourire beaucoup de monde. Depuis, il faut le dire, les responsables les organisateurs, j'allais dire, des Jeux Olympiques ont aussitôt envoyé un mail donc au ministère des Sports et au Comité national olympique pour demander des explications, estimant en effet que la raison n'était pas justifiée vu que toutes les dispositions sont prises pour que la Covid-19 ne perturbe pas l'organisation de cet événement. Alors oui, à côté aussi, le ministère des Sports a aussitôt pris les dispositions nécessaires, je pense, pour rectifier le tir. Et puis, dans la foulée, ils ont aussi sorti le deuxième et second communiqué pour annoncer que finalement, le problème était réglé. Mais il y a une raison, il faut le dire, une raison non expliquée, une raison pas décrite dans les communiqués. Il paraît en effet, c'est ce qui se murmure en couloir, il paraît en effet que la facture donc qui a été présentée au ministère des Sports était
était très salé, donc surfacturé, et c'est ce qui a découragé le gouvernement. Alors finalement, après moult pression, ils ont pris, je pense, les choses en main. Ils ont étudié donc la proposition et ont finalement décidé que les athlètes guinéens allaient prendre part à ces JO. Une nouvelle favorablement accueillie par l'ensemble donc des passionnés du sport en Guinée. Il faut dire que les athlètes guinéens, parce qu'ils sont vraiment les principaux concernés, étaient vraiment abattus lorsqu'on a annoncé qu'ils n'allaient finalement plus partir pour Tokyo. J'ai eu par exemple à discuter avec Mariama Lamarana, donc Touré, qui est nageuse et qui va représenter la Guinée. Elle était complètement abattue après cette annonce, mais le tir rectifié, elle était heureuse. Et nous souhaitons donc à nos athlètes beaucoup de chance, en espérant bien sûr que cette petite crise va leur booster un petit peu, leur faire comprendre que ce n'a pas été facile pour eux de rallier Tokyo. Et bien sûr, en espérant que pour la première fois, ils vont ramener une médaille à la Guinée, on espère. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez informés sur www.emedia.sn. Demain, pour le reste du week-end, retrouvez Awadjo pour le 1945. Bonne soirée à vous.